There's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello Et bienvenue à De meurtres du vin. Votre podcast préféré? Ou pas? Oui, mais même si c'est pas votre podcast préféré, restez au moins 1 minute, ça nous fait une écoute. Merci, au revoir. Non, pas au revoir tout de suite, au revoir dans 1 minute. Au revoir dans 1 minute, merci. Ah, elle bisous. respecte même pas la... Ma consigne. Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu as écouté le dernier single de Rosalia? Non. Ok, bon, passons à autre chose. Ok, ça c'était rapide. C'est incroyable. Incroyable. Non, je ne l'ai pas écouté. Un truc que j'ai regardé. Alors, il y a quand même le nouveau album de Lily Allen. Ouh, oui, très Alors, bon sujet. Et Lily Allen, elle est certes un peu chaotique en tant que personnage. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien, je pense. Mais moi, elle a toujours été comme ça. Ouais. Et c'est vraiment une chanteuse de notre génération un peu, Ouais. et qui était très honnête via la parole. Et puis même dans son personnage, en fait, elle se cache pas trop. Et donc, tous ses défauts sont quand même visibles. Et puis elle en parle, quoi. Complet. Mais là, qui est-ce qui est aussi con pour se marier avec une meuf? C'est comme te mettre avec Adele ou Taylor Swift. Enfin, Tu sais qu'il y aura un album. Voilà, tu sais qu'il y aura un album et Lily Allen, c'est peut-être celle qui va être le plus petty. Le plus- C'est petty. Oui. Petit, Ouais, petite. mais encore là, elle a fait une œuvre d'art, quoi. Enfin, c'est Incroyable. vraiment, moi, je trouve que l'album est vraiment bien fait. L'album est bien, je trouve. Les chansons sont bien et elle a cette magnifique manière à dire des choses ultra grossières, mais d'une façon tellement poétique et la chanson est douce, la chanson est belle. Ah, mais elle est très, Tout très autant forte, en je trouve. étant, ouais, bah, Moi, j'ai bien aimé, puis l'esthétique est vraiment intéressante. l'esthétique est super. Et moi, je dis BG oui, Lily Allen, et en plus, elle a fait parce qu'apparemment, donc, La pute et la madone, voilà, tout ça, et puis ouais. la dame avec qui son mari aurait fait une elle s'appellerait Madeleine, et apparemment, Madeleine était un personnage D'un BD. d'une bande dessinée Oui, française. oui. Ah oui, c'est connaissais super connu. Absolument pas. Et du coup, elle est partie à une soirée. Alors, elle a déguisée. dit que Madeleine, c'est un composé de plusieurs femmes, parce qu'il n'y a pas qu'une. Oui, mais apparemment. Elle n'aurait parlé à une, elle s'appelle pas Madeleine, elle s'appelle Ok. celle dont elle parle, où elle explique leur texte ou leur échange dans la chanson. Je sais plus, elle s'appelait Nathalie, j'en sais rien, Ouais, mais ouais. c'est une composite, si tu veux, de toutes plein de femmes avec qui il avait trompé, parce qu'apparemment, ils ont une relation ouverte avec des règles bien précises qui n'auraient pas respectées. Ouais. Et donc voilà. Ah là là, mais on ne dira rien sur les hommes. Tout va bien. Non, mais Non, parce que c'est pas notre genre. C'est pas du tout comme nous. Alors, pareillement, c'est un autre truc que j'ai regardé, c'est un sacré personnage, c'est le documentaire sur Charlie Sheen. Tu l'as je l'ai regardé pas ou vu. pas? Je l'ai pas vu. Bon, Ça doit être intéressant. c'est assez intéressant, mais en fait, je le regarde, enfin moi en tout cas, je le regarde avec le recul de l'avoir vécu et les choses qu'on pensait des Quand hommes tu et des disais, femmes à cette époque-là et le changement jusqu'à aujourd'hui. Donc Charlie Sheen, c'est certes un addict, Oui. bon, c'est une personne complètement charmant, hein, parce que Je pense que c'est un mec gentil de base. certes, mais il a fait des trucs super, super pourris. Enfin, Ah je bah peux oui. même pas dire certes. Hein. Pour moi, c'est ces nouveaux documentaires qui sortent, même si on aime, par exemple, celles que tu adores, Victoria et Beckham. Oui. C'est du relation publique, hein, ces Bien sûr. documentaires. C'est fait pour eux, Oui, bien avec sûr. eux. Enfin, voilà. Donc, Charlie Sheen, j'en pense pas moins. Hein. C'est lui qui a aussi eu, je pense, droit de dire oui ou non à certaines choses. Bon, il semble être assez honnête dans le documentaire et puis il reste aussi charmant, même s'il est très problématique. Ah, Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant de regarder, c'était le personnage de Heidi Fleiss. Donc, elle, c'était la madame qui a été arrêtée. En fait, il a pas fait de prison, lui, rien n'était arrivé. Elle était celle qui, en fait, Fournissait. organisait les travailleuses de sexe et puis les Ok. vendait aux hommes, etc. Et donc, c'est elle qui a fait du prison. Mais elle a fait tout ça à cette époque à 27 ans. C'était un petit Wow. bonhomme de dame. Et ensuite, il y a un documentaire qui est fait sur elle, parce que tu sais, j'ai un peu creusé après le documentaire, j'étais curieuse, où elle est partie au Nevada, où c'est la prostitution, le travail du sexe, on dit comme ça, je sais pas, Ouais. est légal, et elle a voulu ouvrir donc une maison, Un bordel. un bordel, mais pour hommes. C'est-à-dire, les hommes sont les travailleurs de sexe et c'est les femmes qui viennent. D'accord. Alors, je pense que ça n'a jamais vu le jour parce que, bon, après, c'était extrêmement politique, Ok. l'histoire. Enfin, qui a le droit de faire ça, qui a le droit d'avoir une licence, etc. Donc, c'était un peu problématique. Mais elle, c'est une folle, mais aussi, elle est assez visionnaire. Ouais. Et je pense qu'elle l'a vu porter sur elle maintenant, comparé à elle avant. C'est assez incroyable Ça doit être qu'on a intéressant. fait porter le chapeau à une jeune fille de 27 ans, alors que tous ces hommes super puissants dans le milieu hollywoodien, Bien sûr.
Jusque-là, vous voyez mon visage. Voilà. On ne Non, parle pas des hommes, c'est un fait. voilà, je ne suis pas choquée par Voilà. ce que tu es en train de me dire. C'est juste voilà, un fait. tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Moi, il y a un truc, je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé. Parce que Ouais. ça fait quelques semaines que je l'ai vu. C'est La voisine idéale. Je l'ai pas regardé. Oh mon Dieu. Je crois que j'ai commencé, que j'ai arrêté. J'ai pas Alors, si vous n'avez pas vu ce documentaire sur Netflix, regardez-le parce que non seulement ça parle voilà d'un fait divers qui est horrible. C'est une voisine en fait qui en pouvait plus du bruit. Enfin, tu vois, c'est les genres de personnes qui vont habiter en banlieue mais qui ne supportent pas que les enfants jouent à côté d'eux. Tu vois. Ah si, je l'ai vu. Maintenant Ok. ok, oui. Mais en fait, ça met en lumière la disparité, le racisme qu'il y a aux États-Unis, surtout là où ils sont. Je crois qu'ils sont dans le sud des États-Unis, je sais plus exactement où. Mais en fait, c'est juste incroyable cette affaire. C'est incroyable parce que ça met vraiment voilà en avant la différence de traitement qu'il peut y avoir entre les blancs et surtout une vieille blanche et une Jeune black noire. voilà qui a des enfants, qui est mère célibataire. Je pense que, pas pour te contredire, mais quelque part, je n'étais pas choquée justement pour cette Bien raison. sûr que c'est pas choquant, mais c'est choquant. Bien sûr, ça le demeure toujours, Voilà. puis ça reste un enfant. Mais la réaction, je pense que ce qui est choquant dans le documentaire, c'est la réaction des frères et sœurs. Ça, c'est très troublant à regarder et c'est C'était hyper horrible. blessant. Mais je trouve ça assez anodin aujourd'hui aux États-Unis. Donc, Malheureusement, ça allait. Moi, ça me choque encore parce que c'est vrai que je sais très bien, enfin, je comprends le racisme qu'il y a un peu partout dans le monde, mais surtout là-bas. Mais en fait, à chaque fois que tu es ramené à un fait, en fait, clair et, enfin, tu vois, quelque chose de factuel, ça me surprend. Mais je sais pas pourquoi. tu vois, toutes les vidéos heureusement, qu'on hein. voit souvent des États-Unis en ligne, des Karen, parce que clairement, Oui, cette voisine, c'est c'est un Karen. Karen. Et Elle en fait, s'appelle Karen, non, je crois, ou Suzanne. Non, Suzanne. je sais plus. Mais en tout cas, ce genre de comportement, je l'ai Oh. tellement vécu dans Ah ma ouais? jeunesse quand j'étais aux États-Unis, des femmes en particulier ou des hommes, mais surtout des femmes blanches qui ont cette manière de privilège de dire ce qu'elles veulent quand tu fais la queue dans un magasin, enfin de monter dans un ton, de devenir agressive et violente et que rien ne va t'arriver. Ouais. Enfin, c'est juste une façon de se comporter complètement C'est trop bizarre. hallucinante et qu'on ne voit pas en Europe bien souvent, Non. mais qu'aux États-Unis, c'est assez courant où le client est roi, où les gens En ont fait, cette- c'est ça. C'est Ouais. parce que déjà, vous partez d'un truc de client roi, que t'es obligé de fermer ta gueule parce que sinon t'auras pas ton pourboire et que si t'as pas ton pourboire, tu peux pas manger à la fin du mois. Et en fait, c'est ça, cette espèce de tout m'est dû, en fait. Tout m'est dû. Et je sais pas pourquoi les Américains sont si bouleversés quand leur commande au McDo est erronée ou c'est ou ça. qu'on n'accepte pas le retour d'un objet acheté dans un magasin et ils pensent pètent avoir le un droit de câble. péter un câble et que c'est Pètent dans un leur câble. droit, en C'est ça. fait. C'est ça qui est juste injustifiable et j'ai du mal à comprendre. Ah, mais c'est horrible. Bon, après, surtout les blancs de cette génération-là, parce que ils ont jamais été victimes de quoi que ce soit, mais en fait, moi, j'ai vu une vidéo aussi la dernière fois d'une Karen qui est dans un fast-food, je sais pas où, et Celle qui dit qu'elle est avocate? non, Ah. elle est dans un tacos où je sais pas exactement ce que c'est, et du coup, elle parle avec le mec qui est derrière le comptoir, qui est un mec de couleur, et elle commence à hurler, mais vraiment hurler horrible, et lui, il est presque amusé, en fait, et il arrive bien à le prendre. Il fait, mais je ne comprends pas en quoi vous avez... Enfin, quelle est la catastrophe, en fait? Parce que là, comme je vous vois, ça a l'air d'être... Oui, c'est ça. Il fait, mais oui, mais vous comprenez pas, j'ai eu des cheesy fries au lieu des frites normales et tout. Voilà. Et lui, il fait, mais est-ce que vous avez appelé la police? Parce que là, non, on peut pas survivre comme ça, c'est pas possible. Ben oui. Et elle fait, mais vous vous moquez de moi, appelez-moi votre manager. Et là, il fait un tour et puis il fait, c'est moi. Elle fait, vous vous foutez de moi. Super. J'aimerais bien le voir, Non, celle-là. c'est moi, en fait, c'est moi. C'est un petit e-commerce, c'est un petit restaurant, c'est moi. C'est n'importe quoi. Et en fait, c'est de leur faire se rendre compte qu'ils sont ridicules, quoi. Mais je pense qu'ils peuvent pas. En Ah fait, ouais? tu sais, le truc où les gens voient rouge, où il y a un déclic, où en fait, ils ne voient plus que ce n'est absolument Que c'est pas absurde, normal, que c'est absurde qu'ils se comportent comme ça pour des T'imagines? choses aussi, ridicules. Banal. Et la dernière fois, c'était une vidéo d'une Karen, donc dans un KFC. En plus, qui arrive dans le KFC, disant que j'ai fréquenté cet établissement depuis telle longue date, je suis client fidèle, en Ouais. gros, et en plus, je suis avocat.
Et en fait, la fille qui a pris sa commande dans l'allée, dans le drive, en fait, elle le traite de garçon. Et la fille, au bout de 3 fois, lui dit, mais je suis pas, en fait, lui a dit, oui, bon, ok, si vous voulez, monsieur, à elle, pour dire, je suis pas un Oui, mec. oui, je suis pas un mec. Et Donc, ça doit être sir. cette femme qui, je sais pas si elle pense que la fille est trans ou s'il y a un truc comme ça, mais elle décide de rentrer dans le magasin et faire tout un caca nerveux. Wow. Alors que c'est juste une fille qui Il veut. dit, je suis pas un garçon, mais Ben, c'est madame, tout. C'est tout. Donc moi, je vais vous dire monsieur, comme ça. C'est ça. Non, mais les gens, ils sont Il s'en fout. horribles. Mais tu vois, moi, quand je dis, parce que j'ai peur de la vieillesse, et bon, ça, c'est un autre problème, on en parlera sur notre podcast de psychologue, mais je veux pas être ce genre de personne. Je veux être la vieille qui est sur son banc à regarder les gens, à juger Avec à la son limite verre de parce que- vin. avec son verre de vin, avec ma copine. Mais je veux pas être une Karen. T'avais vu d'ailleurs Non. que les Karen disaient non, le jour où on veut se réapproprier notre prénom, c'est horrible. Ben, it's not my fault. Ben, non, mais après, c'est vrai que ça, pour des Karen gentilles, ça doit pas être sympa à vivre. Ça, je Non, le mais conçois. Mais bon, il fallait bien les nommer quelque chose, hein. C'est ça. C'est dommage. Et Ginette, c'est vachement moins trendy. Non, et puis Ginette, ça marche pas partout. C'est très Non. culturel, là. Karen, ça passe pas Partout. Donc, Oh, désolé, passons, Fred. Hein. Ah oui, c'était l'homme, celle-là. Ça, c'est toi. Alors, ben c'est moi. Donc, Maman. Maman Marie, on est sur un vin blanc, Combe calcaire de 2004 de la famille Guibert. Donc, c'est un vin du pays de l'Hérault, donc égypté. chez Et nous. on est sur du chardonnay, grenache blanc et sauvignon avec un élevage de 6 mois en barrique. Donc, ça, c'est intéressant parce que tous les vins ne sont pas en barrique. Et on a déjà fait le pop. Oui. Nos excuses. Donc, on vous refait une réédition. Comment tu dis une du pop. Replay. Incroyable. So good. C'était incroyable. Incredible. Et on en parlera un peu plus tard. Mais en attendant, je suis navrée, mais de nouveau, on vous fait une histoire en 2 parties. Oh, j'adore. Vous n'allez jamais entendre une histoire de la part de Charlotte. Moi, j'aime beaucoup les histoires de parties, donc parce que moi, je peux l'entendre en entier. Et Oui. en plus, ça nous fait 2 épisodes, c'est encore bien. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai qu'aussi, elle était très longue. Et j'ai vraiment voulu faire cette histoire depuis qu'on a commencé, parce que en fait, ouais. moi qui n'aime pas trop les faits divers true crime, j'avais donc un livre très connu a été écrit sur cette histoire que j'avais lu, et j'en parlerai tout de suite, Ok. que j'avais lu quand j'étais jeune, parce que c'était de l'auteur Truman Capote, et j'ai lu à peu près tout ce qu'il avait, parce que j'aimais beaucoup cet écrivain. Et donc, je me suis dit que ça, c'est une super histoire à faire. Elle était très connue aux États-Unis à cause de ça. Je sais pas, j'imagine qu'à l'époque où, entre-temps, il y a des C'est venu en personnes qui la France. connaissent en France, mais je pense qu'elle est quand même moins connue, donc elle a tout son intérêt. Et malheureusement, quand j'ai commencé à regarder des différentes sources, je me suis dit, bon, je vais quand même donner le détail de pourquoi cette histoire était importante à cette époque-là. Et malheureusement, ça a fini en étant un truc de 19-20 pages. Donc, c'est Mais 2 qu'est-ce épisodes. que vous voulez? On travaille pour vous. Enfin, on travaille. J'ai fait multiples sources en connaissant déjà l'histoire. J'ai pris celle c'est que j'aime du le bien, travail, j'ai ça t'a pris épuré du temps. le timeline et après je rajoute Ça t'a mes pris du commentaires temps, c'est perso. du travail. Oui, ça m'a pris du temps. C'est du travail. Ouais, oui. On va le dire comme ça. Je vais commencer Let's go. donc en racontant l'histoire Attends, je dois du remettre des meurtre glaçons. de la famille Clutter qui s'est passé en novembre 1959 à Holcomb dans le Kansas. Ça me dit rien. Ça te parle pas. Donc, cette affaire, comme je l'ai dit, est très connue parce que Truman Capote a écrit un livre qui s'appelle 200 fois. Et ce livre, c'est censé raconter cette histoire de façon non-fiction. Ok. Aussi, le livre, et peut-être pour la première fois dans un fait divers de ce type, raconte un peu l'histoire du point de vue du tueur. Le livre a connu un énorme succès. Moi, je l'ai lu jeune. Et donc, c'est de là où je suis partie. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, ma copine, vous avez vu? C'est un mur. J'ai beaucoup plus lu que... Que la plupart des gens. Ouais. Non, je dirais pas ça, mais lu autre chose que du true crime. Donc, ça fait partie d'un des seuls livres de ce genre. Donc c'est pour ça que ça méritait bien 2 épisodes. C'est clair. Les victimes de cette affaire étaient des membres de la communauté agricole de Holcomb au Kansas. Il faut savoir que Kansas, c'est un État agricole très important. Ils ont vraiment mal vécu de Dust Bowl. C'était la période de la dépression. D'accord, en fait, 1920? Ouais, autour des 30, où en fait, toutes plein de paysages ont été ravagés et sont devenus vraiment de la poussière. Ouais. Et donc, c'est des personnes, beaucoup de familles à cette époque-là, surtout, ils travaillent tous dans l'agriculture. Enfin, c'est vraiment
pour tisser un peu la communauté. D'accord. Donc, aujourd'hui, environ 2200 personnes vivent à Holcomb, mais à l'époque, en 1959, la population était seulement entre 200 à 250 personnes. Petit village. Donc, tout petit. C'est une petite communauté, probablement toujours aujourd'hui une communauté très soudée, où tout le monde se connaît, où les gens aillent à l'église ensemble, ils s'entraident, les portes d'entrée ne sont jamais fermées à clé. Enfin, histoire classique Des États-Unis de cette époque. de plein d'endroits à cette époque-là aussi. Et en fait, les anciens, les amis, les voisins, ils disaient que tu devais juste frapper et puis tu entrais dans la maison. En fait, il n'y avait pas d'autre chose. Donc, l'une des familles vivant à Holcomb était la famille Clutter. Donc, il s'agit de Herbert William Clutter, qui est né le 24 mai 1911 dans le comté de Gray au Kansas, de son père James Alexander Clutter et sa femme Marie. Donc, Herbert, surnommé Herb, était l'enfant du milieu d'une fratrie de 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons. En 1934, Herb va épouser Bonnie Mae Fox, qui est née le 7 janvier 1914. Elle avait un nom... Bonnie Mae Fox. Elle avait un nom excuse-moi, mais elle allait beaucoup réussir dans les films pour adultes. Non, elle n'a pas du tout fait ça. Voilà. Mais voilà. Donc, Bonnie Mae, à cette époque où elle a rencontré, suivait une formation d'infirmière, mais elle a dû abandonner en raison de problèmes de santé. Et je crois que c'était juste une simple appendicite. Mais à cette époque-là, ne serait-ce qu'une appendicite, ça peut être grave. Moi, j'ai un cousin qui est mort de l'appendicite. Ah ouais? Oui, oui. Je te raconterai une autre fois, je garde l'histoire, qui avait mon âge d'ailleurs. Oh, wow. Ouais. Et donc, son appendicite a fait qu'elle avait une convalescence qui était très, très, très longue et elle a manqué beaucoup de cours et donc elle n'a pas pu terminer ses études. Donc, Herb et Bonnie se marient et le couple va avoir 4 enfants, 3 filles et 1 fils. Et je ne citerai pas les noms des 2 premières filles et je vais pas parler d'elles en détail. Okay. Parce que au moment des meurtres, elles menaient déjà leur propre vie quelque part et elles étaient donc des survivantes de cette tragédie. Et il y a encore aujourd'hui des enfants et des petits-enfants, bien sûr, qui sont bien vivants. Et ils ont, pour respecter leur vie privée, je vais pas aller dans les détails. Par contre, il y a une documentaire que je peux recommander qui s'appelle Cold Blooded. Et dans ce documentaire, les petits-enfants et les nièces de Herb et Bonnie sont interviewés et parlent avec beaucoup d'émotion de ces membres de la famille. Donc, très clairement, on a gardé un peu leur mémoire. Leur mémoire, oui. Donc, les 2 autres enfants, par contre, dont je vais en parler, qui étaient présents, étaient Nancy May, qui est née le 2 janvier 1943, et Kenyon Neal, qui est né le 28 août 1944. Kenyon, voilà. Ah, c'est joli. Donc, la famille s'est installée à Holcomb, où elle a été rapidement intégrée dans la communauté locale. Herb était agent d'agriculture de comté, et président de la Kansas Conference Farm Organizations et membre du Federal Farm Credit Board. En gros, donc, c'était quelqu'un, quoi. En fait, son rôle en tant qu'agent de l'agriculture, il était employé par les universités agricoles et ils servent les citoyens de leur État en tant qu'experts ou enseignants sur le sujet lié à l'économie, au développement communautaire, à l'agriculture, à la famille, à la production animale, à l'alimentation et à la nutrition. Donc, il avait un rôle important dans sa communauté. Ah ouais, c'était quelqu'un, quoi. En étant agriculteur lui-même. Putain. Oui. Bonnie, de son côté, était membre du club de jardinage local. On dit que c'est une super maman pour ses 4 enfants. Et au moment des meurtres, et surtout à travers le livre de Capote, beaucoup pensent que Bonnie souffrait de dépression ou de troubles mentaux depuis la naissance de ses enfants et qu'elle passait beaucoup de temps chez elle, isolée dans sa chambre. Postpartum? Alors, plus tard, les membres de la famille élargie vont se manifester et contester totalement cette description de Bonnie. Okay. Apparemment, la raison pour laquelle Bonnie s'était isolée dans sa chambre à cette époque-là n'était pas la dépression, mais une douleur dorsale qui était même pas, qui était temporaire. Okay. J'en sais rien. Elle aurait pu souffrir de dépression et comme tu dis, postpartum, parce que c'est certainement pas rare, mais à cette époque, on n'en parlait pas du tout, je pense. Mais je pense aussi que Capote, quand il a écrit le livre, il faut savoir que lui-même souffrait de la dépression pendant longtemps et c'était c'est aussi un écrivain, donc peut-être qu'il s'est simplement laissé emporter par son interprétation dramatique ou tragique en opposition à ce qui s'est passé réellement. Ok, je vois. Voilà. Donc, nous savons aussi que c'est sa façon d'écrire de ce sujet, mais nous savons que
oui, nous ne savons pas quelle version est la vraie version, forcément. Mais dans ce cas-là, on va peut-être plus prôner la version de ce qu'a dit la famille qui connaissait Bonnie, alors que Truman ne l'a jamais rencontré. Oui, bien sûr. OK. La famille était membre de la First Methodist Church, donc très religieux, de Garden City. C'était des membres travailleurs et respectables de la communauté et les enfants étaient des bons élèves, blablabla. Donc, Herb avait fréquenté l'université du Kansas, mais sa vie de famille à la base avec ses parents à lui était une famille modeste, c'est-à-dire ils n'étaient pas pauvres, mais ils n'étaient pas riches non plus. Herb a travaillé vraiment dur et pour créer sa ferme qui s'appelait River Valley Farm. Il a travaillé dur pour faire de son entreprise un succès et en fait, il est effectivement devenu un agriculteur très prospère et influent. Donc, en 1948, la famille a construit une super belle maison, c'est-à-dire une maison à 2 étages avec un sous-sol, 4 chambres, 2 salles de bain et demi. Dans les années... Et demi, tu sais, c'est la doigt de la douche, juste les toilettes, l'évier, je sais pas. Mais en tout cas, en 1948, c'est une sacrée demeure pour un agriculteur au Kansas, etc. La maison a même fait l'objet d'un reportage et il y a 7 photos dans l'hebdomadaire Kansas City Star du 31 août 1949. Et sur ces photos, on voit l'une des filles aînées dans la cuisine super moderne de l'époque. Elle est debout sur un tabouret en train d'attraper un pot de biscuits. Trop la photo. Trop des années 50. Je la vois trop. Et on va aussi voir Herb et un autre agriculteur qui était son voisin en train d'inspecter leur récolte. Dans une autre photo, on voit toute la famille devant leur super maison. On voit Nancy, alors âgée de 6 ans, en train de jouer avec ses poupées. Et on a intitulé la série de photos « Une famille d'agriculteurs de Kansas construit des bases solides pour l'avenir ». Tu vois, le truc grave des années 50. Et puis tellement American Dream. It's totally, je le dis, pas longtemps après. C'est exactement l'American Dream. Ils sont en train de le vivre. C'est ça, c'est magnifique. Donc, un peu plus tard, il y a un autre, dans le même hebdomadaire, on va trouver un article où Herb est interviewé, où il dit « Faisons de l'ouest du Kansas le meilleur endroit où vivre et non le meilleur endroit où fuir ». Donc, on voit qu'il est hyper actif et impliqué non seulement dans son État, dans sa ville, mais dans la modernisation des pratiques agricoles, dans la promotion de Kansas. Enfin, vraiment, il voulait que ça soit un endroit attractif encore sur le plan économique. Donc, on peut dire que d'un point de vue business et succès, Herb est quand même un joli personnage. Il est pas mal, ouais. Là, ils ont aussi été présentes pendant une série d'une émission télévisée qui s'appelle See It Now, qui est un magazine d'actualité et une série documentaire qui a été diffusée sur CBS. Et dans un épisode, on voit Herb parler de sa ferme et des machines qui s'y trouvent. Et on voit Bonnie décharger sa machine à laver parce que tout le monde ne devait pas avoir une machine à laver à cette époque-là. Incroyable. En gros, ces images-là où on les voit, les deux, c'est les seules images qui existent forcément de Bonnie et de Herb tournées en vidéo. C'est génial. Je vais les regarder. Oui, c'est super intéressant. Donc, la ferme River Valley Farm qu'ils avaient créée s'étend sur plus de 640 hectares, qui est à peu près 260 acres, qui représente 260 hectares. Je sais pas ce que c'est un hectare. C'est 100? Ok, d'accord. Ce sera pour les autres savoir et nous d'imaginer. Ça fait beaucoup. C'est ça. Donc, Herb a employé 18 ouvriers agricoles. C'est une très grande ferme. Ouais, en fait, c'est vraiment quoi. Et il était connu comme étant un patron très respecté qui traitait bien ses employés. Évidemment, il est parfait, Herb. Oui, Herb is the dude. Il est célibataire ou comment ça se passe? Je pense que tu vas être triste de savoir qu'il serait mort dans tous les cas, mais non, il est marié à Bonnie. C'est quoi cette question de merde? Je sais. OK. Donc, l'un de ses employés était un homme nommé William Floyd Wells Jr., qui avait travaillé pour Herb de juin 1948 à janvier 49. Dans le livre de Capote, Floyd Wells n'est mentionné que brièvement. Et je pense qu'il apparaît vraiment sur 1 ou 2 pages uniquement. Okay. Mais son rôle dans cette affaire est en réalité super important car je switch de langue. Because you know. Because, en fait, sans lui, la famille Clotaire n'aurait pas été assassinée. Et sans lui... Et c'est pas lui le meurtrier? Non. Et sans lui, le crime serait probablement resté non élucidé aussi. Donc il a un rôle très important. Rôles, ouais.
Donc, Floyd Wells, il est né en 1927 dans le comté de Labette au Kansas. Il a quitté l'école secondaire et s'est enrôlé dans l'armée américaine à l'âge de 18 ans en 1945. Bonne période. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, je signe. Ouais. Il est resté en service pendant 2 ans et a été honorablement libéré avec le grade de soldat de première classe. Ok. Il s'est ensuite retrouvé à Holcomb où il a commencé à travailler à une usine locale. Ouais. Et quelques mois plus tard, il va être embauché par Herb à la River Valley Farm. Il a déclaré plus tard qu'il était très apprécié par la famille, qu'ils apprécient vraiment son travail, ce qui semble étrange, car Wells n'y a travaillé que pendant environ 7 mois. Bah oui, c'est au compte de juin à janvier. Mais bon. On sait pas pourquoi il est parti, s'il a été licencié ou s'il a démissionné, mais la question demeure pourquoi est-ce qu'il va quitter un bon poste avec un patron juste et un salaire équitable? Donc, moi, je me dis que peut-être il a été licencié. Ok. Donc, quelque chose s'est passé à ce jour, on ne connaît pas. Mais même s'il a été licencié, je pense pas que c'était pour une raison grave, parce que plus tard, seuls quelques employés de Herb vont se souvenir de lui. Et en fait, leurs souvenirs sont super vagues. Donc, si quelque chose de grave s'était passé, ils s'en souviendraient. Je sais que, voilà. Donc, peut-être que juste, mec, t'as pas fait assez d'horaires ou t'as été trop malade. Enfin, je sais pas. Tu vois, un truc du genre. Ok. Floyd Wells va quitter la ferme de River Valley et au cours des années suivantes, il va travailler comme mécanicien dans différents ateliers. En fait, il semble qu'il change d'emploi assez souvent, en fait, au final. Et il a ensuite décidé de créer sa propre entreprise, une société de location de tondeuses à gazon. Mais il y avait un seul problème, il n'avait pas d'argent pour démarrer son entreprise. Because, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire because. Je sais pas, mais et je pense que tu as besoin qu'on refasse un épisode en anglais. Ouais, c'est peut-être ça. Si tu veux louer des tondeuses à gazon, il faut au moins en posséder une. Bah, moi, je suis pas une businesswoman, hein, mais oui, j'imagine. C'est un peu le bémol, quoi. Voilà. Donc, il va trouver une solution à tous ces petits problèmes. Il décide de cambrioler un magasin. J'en étais sûre. Il est tellement prédictible. Mais il se fait prendre et il est condamné, tiens-toi prête, de 5 à 10 ans de prison. What? Ouais, pour avoir volé une tondeuse à gazon. Enfin, à l'époque, on plaisantait pas avec les tondeuses à gazon, mais non. ce que moi j'ai remarqué après, parce que moi aussi ça m'a choqué, mais je pense qu'à cette époque-là, la surpopulation carcérale n'était pas un problème. Non, donc, ouais. le moindre petit délit était passable de... Ah, mais le juge, il a joué au dé, il a fait, c'est tombé sur 4 ans! Voilà, 5 à 10 ans. Waouh! Donc, il va arriver aux prisons de Lansing. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut regarder, mais Lansing, c'est hyper connu. Et il y a quelqu'un de très connu qui est un tueur en série, je crois, je ne sais plus. Je suis sûre qu'on en a parlé, mais j'ai oublié d'aller regarder. Ouais, c'est très connu. Ouais. Donc, bon, en gros, on peut le regarder après, mais il se retrouve à Lansing, au Kansas, et il se voit attribuer une cellule à 2 lits qu'il partage avec un homme nommé Richard ou Dick Hickok. Parce que Richard, le diminutif en anglais, c'est Dick. Mais alors, de s'appeler Dick Hickok, c'est quand même... Hickok. C'est un peu... c'est beaucoup. C'est too much. Bon, ça présageait des problèmes. Mm-hmm. Donc, Hickok est à Lansing pour vol aggravé. Lui, il avait émis des chèques sans provision, ce qui lui a valu... Il a pris 25 ans. 5 à 10 ans. C'est le truc là-bas. C'est 5 à 10 ans. Il était tellement fatigué, le juge, il était tout pareil. C'est ça. Il avait été libéré sur parole après seulement 17 mois et devait être libéré dans 1 mois ou 2. Donc, Wells et Hickok, pendant ce laps de temps qu'ils vivaient dans ce cellule ensemble, se mettent à discuter et se racontent toutes sortes d'anecdotes sur leur vie et se vantent beaucoup de ce qu'ils ont fait ou des crimes qu'ils vont commettre une fois libérés. Et forcément, on peut imaginer qu'ils exagèrent ces histoires pour paraître super durs. C'est ça, que ce genre de personnes, ils sont nazes. Ils sont là, mais moi j'ai fait ça. Mais alors moi j'ai fait ça. Plus ça. Mais ouais, moi je suis plus dur que toi. Mais je sais pas, tu le vois facilement. Le mec qui se raconte un peu n'importe quoi. Ouais, ben t'as déjà fait ça. Ben moi si. C'est un peu ça. Oh mon Dieu, et c'est pendant ces échanges complètement loufoques et bombastiques que Floyd Wells commence à parler d'un riche fermier pour lequel il travaillait il y a plus de 10 ans, un fermier de Garden City. Et cet homme était si riche qu'il avait un coffre-fort dans sa maison qui était toujours rempli d'argent, au moins $10,000.
Et il dit, Floyd Wells, qu'il avait vu de ses propres yeux quand un jour ce fermier avait dû payer quelqu'un qui travaillait sur la grande maison qu'il allait construire, parce que c'était à l'époque de la construction, et qu'il avait simplement ouvert le coffre-fort, pris $10,000, il a payé l'homme. Ok. Donc, si on prend le calculateur d'inflation historique, les $10,000 en 59 aujourd'hui sont $106,000. Donc, ça représente une somme considérable à traîner dans ta maison, même dans un Et coffre-fort. surtout, c'est quoi le service que ce mec a fait de construction qui nécessitait $106,000 en cash direct de main à main, quoi. En 50, je ne sais pas exactement. Donc déjà, il y a, et tu vas voir plus tard, et on peut se poser des questions par rapport à cette partie de l'histoire, et ça rend crédible le fait que ils étaient en train d'exagérer. Mais Floyd, en fait, Floyd Wells, pardon, reste vraiment sur cette version. Je vais en parler plus tard. Donc, Floyd Wells va continuer à parler de la richesse de ce fermier. Et en fait, Richard Hickok, lui, il va écouter, il va poser des questions. Il va poser des questions sur la ferme, la maison, la famille. Et puis, il va lui dire, j'ai élaboré un plan. Donc, il va dire à Floyd Wells qu'une fois qu'il sera libéré, il va contacter son copain, c'est-à-dire l'homme qui était dans la même cellule avant que Floyd était là. Ok. Qui était libéré quelques semaines avant, et qui vont aller se chercher des cordes, des couteaux et des fusils de chasse, qui vont aller en voiture à cette ferme, qui vont rentrer, qui vont ligoter tous les membres de la famille, ils vont prendre l'argent et puis ils vont les abattre une par une. Donc, il raconte cette histoire, soi-disant, à Floyd Wells. Floyd Wells va, je sais pas, écouter et hocher la tête. Ouais, bravo, super idée, vas-y, etc. C'est trop un fou. Mais en fait, ce qu'on peut dire plus tard dans l'histoire, on sait pas si vraiment il croit ou si lui, il est en train de dire, mais tiens, on est en train de faire cet échange d'histoire débile. On sait pas. En vrai. Et il faut savoir que Floyd, dans tout ça, quand tu compares son passé où il a volé une tourneuse à gazon, il y a quand même un passé de par son enfance, de par ses crimes, beaucoup plus naïf et moins dur, on va dire, que Hickok et l'autre copain qui va intervenir. En tout cas, le jour arrive où Hickok est libéré. Et donc, du coup, je vais parler un peu de qui il est, enfin, jusqu'il a été jusque-là, ainsi de son ami qui va impliquer dans cette histoire, qui s'appelle Perry Smith. Donc, Richard Eugene Hickok est né le 6 juin 1931 à Kansas City, dans le Kansas, de Walter Hickok Sr. et sa femme Eunice, tous les deux ouvriers agricoles, comme apparemment beaucoup de personnes à Kansas. Richard n'est pas le seul enfant, il a plusieurs frères et sœurs. Ses parents, Walter et Eunice, sont des parents stricts, mais ils prennent bien soin de leurs enfants, leur fournissent tout ce dont ils ont besoin et ils travaillent dur pour leur offrir une vie décente. Donc, pendant son enfance, Richard, c'était un élève populaire, il était athlète au lycée, il souhaitait aller à l'université après avoir obtenu son diplôme, mais malheureusement, ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer des études supérieures. Il a donc commencé à travailler comme mécanicien. Et tout semble aller bien pour lui jusqu'en 1950, lorsque Richard va avoir un accident de voiture qui va faillir lui coûter sa vie, où il va subir de graves blessures à la tête et un traumatisme au visage qui est resté légèrement asymétrique. Et l'accident ne l'a pas seulement changé physiquement. Selon ses frères et sœurs, il a changé de caractère pour le pire. Et on sait déjà que le traumatisme crânien peut changer endommage des zones du cerveau et ça affecte ou peut affecter la moralité, le filtre, l'empathie, enfin toutes les choses qu'on a normales. En fait, ça peut vraiment avoir. On l'a vu encore et revu, oui. C'est ça, et on en a parlé longuement. En tout cas, à ce moment-là, ça va vraiment lui changer de personnalité. Donc, la famille n'était pas riche. Après, maintenant, ce long séjour à l'hôpital, ça va leur laisser avec une dette incroyable. Et c'est là où Richard va commencer à faire des chèques sans provision, ça va les conduire au vol, puis à d'autres délits mineurs. Et il ne pouvait plus garder un emploi stable et donc il commence à passer d'un emploi à l'autre, travailler non seulement comme mécanicien mais aussi comme ambulancier et cheminot. Il essaie de s'en sortir mais clairement il y a eu un vaste problème. Et on pense que c'est à cette époque qu'il est emprisonné pour la première fois pour le vol d'un fusil, à peu près en 1951.
En même temps, il va épouser sa première femme, mais il n'était pas du tout fidèle. Il va tromper sa première femme et le couple va divorcer en 57. Il s'est immédiatement remarié avec sa maîtresse et étonnamment, Oh, wow. ce mariage n'a pas duré longtemps non plus. Ah, bizarre. C'est strange, hein? Mhm. Mm. Sur ce. Je m'hydrate. Ah bah moi aussi. Hein. Sa deuxième femme va le divorcer alors qu'il est en prison de nouveau pour vol aggravé. Mais au total, il va avoir 3 enfants. Donc là, quand il a rencontré Perry Smith, c'est là où je disais qu'il était à Lansing pendant 17 mois et qu'il va faire pour la majorité avec Perry Smith dans la même cellule. Donc Perry Edward Smith est né le 27 octobre 1928 à Huntington, dans le Nevada, fils de John Tex Smith et Julia Flo Buxton Smith. Ah, c'est non. Alors, j'adore l'histoire de Perry Smith est vraiment, vraiment intéressante parce que ses parents sont tous deux des artistes de rodeo. Ah. John, ou Tex, c'est comme on l'appelait, Ok. avait déjà été marié en 1918, mais le mariage avait pris fin par un divorce quelque temps après la naissance de son premier fils. Il va ensuite rencontrer Flo, qui en fait est d'origine Shoshone ou Cherokee, je sais pas. Et ce couple-là vont avoir 5 enfants au total. Une fille est malheureusement décédée peu après sa naissance, mais Perry Smith donc va être le plus jeune de tous ses enfants. D'accord. La vie familiale n'est pas du tout heureuse, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. En 1929, Tex a fait ses valises et a déménagé avec sa famille en Alaska, où il a commencé à faire de la contrebande d'alcool. Et tout ça, c'est pendant la Prohibition. Ouais. Donc, Bah oui. ça va durer jusqu'en 1933. Donc, 4 ans où ils vivent, les enfants, la femme, dans une sorte d'illégalité totale. Enfin, C'est incroyable. Cette époque-là, c'est le Far West. Folle aux Ouais, États-Unis. ouais. Tex était violent envers sa famille, en particulier envers Flo, sa femme. Et en 1935, elle n'en pouvait plus. Mais elle a trouvé la force et le courage de prendre tous les enfants et de partir. Wow. Ils se sont installés à San Francisco. Mais malheureusement, il n'y a pas de happy ending pour Flo et les enfants parce qu'elle a commencé à s'auto-médicamenter avec de l'alcool. Et elle est décédée le 12 octobre 1947. Mais même avant ça, elle n'était plus en mesure de s'occuper de ses enfants. Donc, alors, cette partie de l'histoire est floue. Je peux peut-être me tromper sur des détails, comme dans d'autres parties de l'histoire. Mais j'ai cru comprendre que quand Perry Smith n'a que 13 ans, lui et ses frères sont placés dans un orphelinat catholique. Ok. Alors, juste imagine la maltraitance qui se passait de manière générale dans ces foyers. À cette époque-là. Et là, on se retrouve avec des enfants autochtones ou métis. Mix, ouais. Donc, imagine comment eux, ils ont été traités. Oh, bah pire. En gros, cette famille, ces enfants ont vraiment subi de nombreux traumatismes. Ouais. Et d'ailleurs, c'en est trop pour 2 des enfants. Donc, 2 sur 5 se sont suicidés à l'âge adulte. Oh mon Dieu. C'est hard. Et donc, placé à 13 ans, mais après la mort, il doit être adulte ou pas loin d'être adulte. Et donc là, Perry va retrouver son père et travailler avec lui pendant un certain temps, mais ça n'a pas duré longtemps parce que vivre avec son père était pas du tout agréable. Et c'est là où Perry Smith va se lancer dans la petite délinquance. Mais après, quand tu vois son vécu, des familles de rodeo, de la violence, de l'alcoolisme, de l'illégalité, c'était sûr et certain que... À cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait devant lui pour pouvoir s'en sortir? Exactement. En 48, Perry Smith s'est engagé dans l'armée américaine. Apparemment, il aurait servi en Corée, mais semblerait-il, il avait souvent des ennuis à cause de son tempérament. Il se battait fréquemment avec ses camarades d'autres soldats. Il est quand même honorablement libéré en 52 et après avoir quitté l'armée, il va travailler comme peintre automobile. Il va économiser un peu d'argent, il décide d'acheter une moto. Et un jour, alors qu'il roule, le temps était mauvais, il va perdre le contrôle du moto, va avoir un accident. Et tout comme l'accident de Richard Hickok, ça a failli lui coûter la vie. Il a passé des mois à l'hôpital et d'ailleurs, il s'est jamais remis complètement. Ses jambes étaient si gravement blessées qu'il devait prendre des analgésiques. Des calmants, quoi. Ouais, je crois, pour le reste de sa vie. Et après l'accident, il s'est aussi retrouvé pris dans la spirale de la petite délinquance et du vol, ce qui a finalement conduit à son arrestation après qu'il ait commis un cambriolage dans un magasin au Kansas. Ah, c'est affreux.
Après son arrestation, il va réussir à s'échapper du prison. Il va être en fuite pendant, je pense que c'était 1 an, où il est finalement arrêté de nouveau, condamné à 5 à 10 ans. exactement, et envoyé à Lansing, où là, il va rencontrer Richard Hickok. Dick Hickok. Dick Cock. Voilà. Et donc, quand ils vont se rencontrer, là, Perry, ça faisait plus de 3 ans qu'il était à Lansing, et il va obtenir sa libération conditionnelle en juillet 59. Donc, juste un peu avant. Smith sorti, Hickok est libéré au mois d'août. Donc, tu vois qu'il a passé très peu de temps avec Floyd Wells au final. Hickok avait commencé à travailler comme mécanicien et là, il va contacter Perry Smith en lui envoyant une lettre par courrier. Donc, Hickok va lui parler de ce riche fermier à Holcomb et de son projet de lui soutirer au moins $10,000. On arrive donc au samedi 14 novembre 1959. Herb, je sais pas en français, 48 ans. Bonnie, sa femme, 45. Nancy, 16 ans. Et Kenyon, 15 ans. Les filles aînées, comme j'avais dit, faisaient leur vie hors de la maison. Oui, une d'elles était déjà mariée et l'autre sur le point de se marier. D'accord. Par contre, à cette époque-là, Nancy, donc, qui est dans la maison, sort avec un jeune garçon de son école qui s'appelle Bobby ou Bob. Et d'ailleurs, je vais en parler un peu plus, mais il y a un entretien dans lequel il dit que cette nuit-là, Nancy et lui devaient aller à une séance de minuit au cinéma local, mais qu'ils avaient finalement décidé d'aller la veille, donc vendredi à la place, et que lui, il pense souvent à combien les choses ont été différentes, forcément, s'ils étaient allés le samedi. Ah, c'est horrible. Donc, Smith et Hickok étaient dans leur voiture. Ils ont parcouru environ 400 miles, donc 640 kilomètres. Cette histoire te donne vraiment l'idée que les États-Unis, c'est juste énorme. C'est immense. C'est énorme. Tu vas voir. J'adore. Donc, entre Kansas City et Holcomb, on est dans un même état. Ah, mais c'est incroyable. C'est ça. Ils ont fait plusieurs arrêts, notamment pour acheter des bas, tu sais, des bas de femmes beige. Pour faire des cambriolages avec ça. C'est ça. Apparemment, ils les ont achetés à des religieuses dans un hôpital. Alors moi, je pensais que tu allais à la droguerie. Ça, c'est osé quand même. Ouais, exactement. Et exactement, ils voulaient s'en servir pour se couvrir le visage. C'est très osé d'acheter des bas à des nonnes pour pouvoir faire un cambriolage après avec ces mêmes bas. Ouais, exact. Ils ont aussi acheté des gants, de la corde, du ruban adhésif et ils ont dû s'arrêter dans un restaurant pour manger quelque chose. Bah oui, faut ça. Pendant ce temps, chez les Clutter, Nancy, elle passe sa soirée à la maison avec son petit ami Bobby qui est là. Ils regardent tous la télévision. Bobby part vers 22 ou 23 heures, ce qui fait de lui le dernier témoin à avoir vu la famille vivante. Okay. Nancy est la dernière à se coucher. Au petit matin, une voiture remonte la longue allée menant à la maison des Clutter. Hickok et Smith sortent de la voiture, prennent leurs affaires et entrent dans la maison par une porte non verrouillée, pour chercher le coffre-fort qui contient ces fameux $10,000. Quelques heures plus tard, le dimanche matin 15 novembre, Susan, une camarade de classe de Nancy, arrive chez les Clutter. Elle était censée aller à l'église avec Nancy et toute la famille, mais dès qu'elle arrive, elle se dit il y a quelque chose qui ne va pas parce que la maison est calme. Personne ne semble encore être réveillé, ce qui est tout à fait inhabituel pour cette famille. Surtout, c'est des familles d'agriculteurs devaient se lever très tôt. Donc, Susan n'entre pas dans la maison, pas encore, mais elle remonte dans la voiture avec son père et ils vont se rendre ensemble chez leur amie Sue pour lui demander si elle a vu les Clutter. Personne ne les a vus, forcément. Donc, Suzanne, le père de Suzanne, Sue et ses parents retournent tous à la maison des Clutter et là, tout le monde va rentrer. Alors, au début, ils rentrent dans la maison et la seule chose qui leur semble anormale, c'est le sac à main ouvert de Nancy posé sur le sol. Ils vont les appeler, Nancy, Kenyon, Herb et Bonnie, juste vous êtes là, mais personne ne répond. La maison reste super silencieuse. Ils montent à l'étage et la mère de Sue rentre dans la chambre de Nancy. Et c'est là où elle ressort immédiatement en hurlant et descend les escaliers en courant. Elle a trouvé le corps sans vie de Nancy sur le lit et il y a du sang partout. Quelqu'un court au téléphone pour appeler à l'aide, mais constate que la ligne a été coupée. Ils doivent retourner à la voiture pour aller chercher le shérif qui arrive à la ferme River Valley vers 9h30 du matin. Là, la maison est fouillée et les autres membres de la famille sont retrouvés morts, tués d'une balle dans la tête. Herb a également eu la gorge tranchée, en plus de la blessure par balle. De plus, les 4, donc Herb, Bonnie, Nancy et Kenyon, ont tous été ligotés et bâillonnés.
Ils ont été tués à l'aide d'un fusil à chasse. Ni le fusil, ni l'arme avec laquelle la gorge de Herb a été tranchée sont retrouvés. Et ce qui est très bizarre, c'est que rien dans la maison n'était en désordre. Aucun objet de valeur ne semble manquer. L'argent que Nancy avait placé dans une enveloppe pour l'église se trouvait sur la commode de sa chambre à côté d'une bague en diamant. Ouais, donc vraiment à vue. À vue. Le médecin légiste Dr. Robert Fenton va déclarer que Madame Clutter et Nancy n'avaient pas été agressées sexuellement et il estime le moment de décès se situant entre 23h et 2h du matin. Okay. On pensait que la famille était prête à se coucher lorsqu'elle a été attaquée parce que tous, sauf Kenyon, sont en pyjama. Lui portait encore son jean et un t-shirt blanc. Okay. Le corps de Madame Clutter et de Nancy se trouvaient dans des chambres séparées, chacune dans leur chambre. Or, Herb et Kenyon sont retrouvés au sous-sol. Donc, la maison, qui est quand même située à 11 km à l'ouest de Garden City et près d'un kilomètre d'une toute route principale, elle est quand même loin de tout. Et les seules personnes qui vivent à proximité sont la famille d'Alfred Stockline, qui a travaillé pendant 11 ans comme ouvrier agricole pour les Clutter. Et lui, il déclare avoir vu les Clutter tôt le samedi soir avant de sortir avec sa femme et ses 3 enfants. Ils sont rentrés vers 21h30. Ils n'ont entendu aucun bruit suspect. Putain, c'est chaud. Donc, ça, c'est le début de la partie 1 de le début? Ça, c'est la partie 1. Ah, OK. Je veux dire, what? Part 1 of part 10. Voilà. Et maintenant, on a la deuxième partie de la partie 1. C'est ça. Hey, tu as pas Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai besoin d'un café. Ah, ben on va te faire un café alors. C'est juste ça. Mais c'est super intéressant, j'adore. Bon, ben voilà. C'est juste que j'ai besoin d'un café, là, genre maintenant. On va te faire un café. Mais voilà le début de l'histoire. Et je la connais pas du tout. Elle est vraiment connue à ce point-là? Ah, très, très, très connue. Ouais. C'est ouf. Ouais. Bon, tu sauras un peu plus. Là, je suis pas rentrée dans le gore, je suis rentrée dans le passé et la partie. Non, mais il y a pas plus gore, hein, t'as entendu l'histoire. Okay. Mais en gros, ça, tu peux imaginer comme ça. Elle nous tease et en fait non. Tease. Bon, mais voilà. Et qu'est-ce que t'as pensé du vin? Eh ben écoute, j'en suis à mon deuxième verre, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, j'ai pas pu boire parce que je parle trop. Ouais, non. Mais très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un solide 3 sur 5. J'aurais même mis 3,5. 4. Oui, il nous faut les demi, hein, c'est énervant. Moi aussi, c'est un Là, j'ai besoin d'un demi. Excusez-moi, mais... Il faut qu'on appelle Insta qu'ils inventent les mots. Sometimes a girl needs a half. Yeah. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Et hold on to your purses. I don't know. No, that was bad. We'll try again. See you next week. Better. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.